Bonjour à tous, bienvenue. Le cri de cœur d'une détenue politique aux droits bafoués jusque dans les geôles. C'est l'intitulé de la lettre ouverte de Rekia Madougou. Ceci vient comme en réponse à la polémique ces derniers temps suite à la visite refusée aux députés du parti Les Démocrates. Dans ce courrier, l'ancienne candidate de cette formation politique à l'élection présidentielle de 2021 peint son quotidien à la prison civile d'Akpro-Misrete où elle est détenue depuis mars 2021. Et surtout, comment ses moindres droits en tant que prisonnière sont bafoués. Que se passe-t-il réellement dans le cas de la prisonnière Rekia Madougou? De quelle manière ses droits sont bafoués? Est-elle réellement une prisonnière entièrement à part comme cela s'affiche dans l'opinion? Que s'est-il réellement passé dans le cadre de la visite des députés de l'opposition? Quelles sont les contre-vérités contenues dans les interventions du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, APB, ou du procureur spécial de la Criette? Autant de questions que nous posons à l'un des avocats de Rekia Madougou, le plus en vue d'ailleurs, Maître Renaud Agbodjo. Maître Renaud Agbodjo, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Awansé, merci de votre invitation. Nous avions déjà programmé cette émission quand votre cliente a encore envoyé cette lettre ouverte dans l'opinion, cette lettre dont je parlais tantôt, au sujet de ses droits bafoués. Dites-nous, Maître Renaud Agbodjo, Rekia Madougou est-elle vraiment une prisonnière entièrement à part, comme elle semble l'indiquer? Je suis aujourd'hui devant vous, face à la nation, parce que je suis d'abord assermenté et les déclarations que je ferai aujourd'hui sont des déclarations sous serment en raison de ma qualité d'avocat. Je dois vous dire que pour ce qui est de Madame Rekia Madougou et ses conditions de détention, je ne pense pas que on peut être fier de ce qui se passe quand on est citoyen béninois ou quand on a la nationalité béninoise, puisque moi, depuis mars 2021, où j'assiste Madame Rekia Madougou, j'ai comme le sentiment qu'il y a une volonté de tuer psychologiquement Madame Rekia Madougou avant que physiquement elle soit éteinte. Figurez-vous que depuis 3 ans, il a fallu 2 ans avant qu'elle obtienne l'autorisation de sortie pour des examens médicaux qui lui ont été prescrits depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire quoi? Nous avons fait une demande auprès du directeur de l'agence pénitentiaire. Elle-même, elle a écrit à la direction de l'agence pénitentiaire pour être autorisée à sortir, accompagnée bien sûr des gardes pénitentiaires pour des examens médicaux. Assorti du Bénin ou assorti de la prison? Assorti de la prison civile d'Akpro-Misrete pour se rendre dans un centre d'examen médical de Cotonou ou de Porto Novo. Cette demande n'a même pas fait l'objet d'une suite pendant plus de 2 ans, alors que le médecin qui l'avait consulté avait dit qu'il y avait une urgence à ce qu'elle fasse cet examen-là, surtout une radio, parce qu'il semblait détecter une pathologie dont je me garde de préciser la nature, mais nous avons attendu plus de 2 ans et ce n'est il y a à peine 4 ou 5 jours que Madame Rekia Madougou a pu finalement, sous une escorte de commando, a pu sortir de la prison civile d'Akpro-Misrete pour le dit examen. Mais dans la polémique après la visite des députés? Oui, dans la polémique, je crois le lendemain ou 2 jours après. Elle a pu faire ses examens, mais le problème c'est que son médecin traitant et personnel ne réside pas au Bénin. Il vit à l'étranger. Et après ces examens-là, elle a demandé au régisseur de la prison civile d'Akpro-Misrete l'autorisation de d'appeler ce médecin-là pour lui rendre compte afin que celui-ci puisse peut-être envisager revenir, la voir ou lui donner une conduite à tenir. Une conduite à tenir, tout à fait. Mais figurez-vous qu'à ce jour, elle n'est pas autorisée à appeler son médecin, bien qu'elle ait des résultats qui confirment la pathologie qui a été détectée. Les examens qu'elle a effectués confirment la pathologie qui a été détectée par le médecin. Mais on l'empêche, on lui interdit d'appeler son médecin qui vit à l'étranger pour que celui-ci puisse lui donner une conduite à tenir. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de conclure qu'on l'empêche alors que vous avez dit, il y a seulement 4-5 jours qu'elle est allée faire l'examen? Oui, mais qu'est-ce qui peut justifier
qu'on attende plus de 2 jours pour autoriser un détenu à appeler son avocat ou appeler son médecin. C'est systématique. Le droit à la santé fait partie d'un droit constitutionnel, comme le droit à l'information, comme le droit d'avoir un avocat. Madame Rikat Madougou n'est pas autorisée à appeler même ses enfants pour s'enquérir de leur santé, pour les encourager, pour leur donner des conseils. Figurez-vous que l'année dernière, l'un de ses enfants allait à l'examen. Elle a demandé à l'appeler devant même les autorités carcérales pour lui donner de petits conseils avant d'aller à l'examen. Mais cela lui a été refusé. Cela lui a été refusé. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que Mme Rikat Madougou est en détention. Mais Mme Rikat Madougou n'a jamais pu me joindre, moi son avocat. Elle n'a jamais pu me joindre au téléphone par l'usage des cabines téléphoniques publiques de la prison, me joindre pour me dire, Maître Agbojo, j'ai besoin que vous passiez me voir, ou voilà telle préoccupation que j'ai, j'aimerais échanger avec vous. Je suis obligé d'aller moi-même de façon impromptue toutes les semaines pour m'assurer qu'en temps il n'y a pas eu une urgence ou en temps il n'y a pas un problème dans ces conditions de détention. Donc de sorte que notre difficulté en réalité c'est que nous ne sommes pas dans les conditions même d'exercer notre travail en toute quiétude. On va revenir sur les différents aspects que vous estimez où on bafoue les droits de votre client, mais parlons du téléphone. Le téléphone, on sait bien, et vous me direz si c'est le contraire, si je me trompais, qu'en prison, on peut appeler à travers des cabines qui sont destinées à cela. On sait aussi que Dame Rikat Madougou est dans un quartier spécial, le quartier des femmes à la prison civile d'Accra-Missirité, qui n'était pas, on va dire, dans cette prison-là. Alors, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Est-ce que ce n'est pas un privilège qu'on lui refuse? Est-ce que ce n'est pas vu comme ça, privilège, parce que c'est presque un téléphone à elle seule ou à elle et les 7 autres détenues femmes qui sont avec elle? Non, dans ce cas, il aurait fallu que le directeur de l'agence pénitentiaire l'explique ainsi. Madame Rikat Madougou n'a jamais demandé de privilège. Elle a demandé à être traitée comme tous ses co-détenus. Elle a demandé à être traitée comme tous les détenus de la prison civile d'Accra-Missirité. Elle n'a pas choisi d'être détenue à la prison civile d'Accra-Missirité. La prison civile d'Accra-Missirité n'est pas le seul établissement carcéral du Bénin. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que lorsqu'on décide d'incarcérer une personne, un citoyen dans une prison, on décide de façon unilatérale de faire droit à certains de ces droits et de l'en priver d'autres? Non, je pense que c'est arbitraire. C'est vraiment arbitraire. Et ce que je vous dis, c'est authentique. Madame Rikat Madougou n'a pas accès aux cabines publiques de la prison civile d'Accra-Missirité. Elle est même allée jusqu'à demander que ces appels se fassent en présence des autorités carcérales, si tant est que celles-ci avaient des doutes sur l'objet des appels qu'elle veut émettre. Encore que les appels qu'elle demande à émettre, ce sont des appels en rapport avec ses enfants, en rapport avec son médecin, en rapport avec ses avocats. Mais ne me dites pas que ce sont des demandes qui sont fallacieuses. Ce sont des demandes qui sont inhérentes à la vie, à la santé mentale et physique d'un individu, quelle que soit sa situation, quel que soit ce qu'on lui reproche. Parce que même les pires criminels de guerre ont le droit d'appeler, d'utiliser les cabines téléphoniques dans ce monde. Ont le droit d'appeler leurs avocats, ont le droit d'appeler leurs médecins. Alors, je mets au défi le directeur de l'agence pénitentiaire de rapporter que ce que je dis est faux ou de rapporter la preuve contraire de ce que je dis. Alors, dans cette polémique, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu, quand on lui a refusé cette visite des députés du Parti Les Démocrates, qu'elle n'a pas droit aux visites en général, et peut-être quelquefois à la visite de son avocat ou la visite de sa maman. Alors, qu'en est-il réellement? Vous avez du mal à accéder à Rikat Madougou? Oui, j'avoue qu'actuellement, présentement, je n'ai pas de mal à accéder à Rikat Madougou. Depuis quand? Depuis la polémique? Non, j'ai toujours eu accès à ma cliente, Mme Rikat Madougou, sauf pendant, je crois, une semaine. C'était en 2023, je crois, juste après les élections législatives, où le régisseur, l'ancien régisseur de la prison civile d'Accra-Missirité, m'a interdit de rencontrer ma cliente, malgré que je sois son avocat. Et pourquoi?
Et il a dit que Mme Rikat Madougou avait déjà été condamnée et qu'elle avait exercé toutes les voies de recours et donc elle n'avait plus besoin d'un avocat. Donc elle n'avait rien à dire à son avocat. Voilà, qu'elle n'avait rien à dire à son avocat. Et c'est l'ancien régisseur, M. Tchakou, qui me l'avait dit. Paul Tchakou. Oui, M. Paul Tchakou qui me l'avait dit. Quand nous lui avons amené un huissier de justice pour l'interpeller, il s'est ravisé et nous a permis de rencontrer notre client. Depuis cet incident-là, où nous nous sommes compris après, je pense que c'est pas ignorance qu'il avait dit. Je crois que justement, toujours par rapport à lui, ou peut-être pas exactement, il avait eu aussi la même réponse à Maître Baparapé. Oui, certainement, je crois que c'était dans la même période, c'était dans les mêmes circonstances qu'il avait dit. Mais je crois qu'après, on l'a dû le rappeler à l'autre pour dire que le détenu, quelle que soit sa situation carcérale, a toujours besoin d'un avocat, puisque nous étions en train de faire en sorte que la décision rendue par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU soit exécutée, et nous faisions des comptes rendus réguliers à cette institution des Nations Unies là. Donc, je n'ai pas compris cet acharnement. C'était encore un énième acharnement. Voilà, l'entrave à l'exercice de la profession d'avocat, l'entrave au droit de la défense. Nous le vivons aujourd'hui. Ça fait 3 ans que nous avons subi beaucoup de choses. Nous sommes certes habitués, mais je pense que Mme Rikat Madougou, comme vous avez pu le noter, elle a pu le dire, qu'elle en a assez de garder le silence face à de telles contre-vérités qui sont portées au grand jour par le directeur de l'agence pénitentiaire. Alors, est-elle réellement interdite de visite? Mme Rikat Madougou est interdite de visite, en dehors de son avocat et de sa mère qui lui apporte un repas. Ah bon? Uniquement ces 2 personnes? Oui, puisque je vous le dis, je suis sous serment, je suis assermenté. Mme Rikat Madougou n'a pas pu recevoir la visite des députés du parti Les Démocrates la dernière fois. On nous a dit que c'est parce qu'ils étaient en grand nombre que la visite n'a pas été accordée. Sauf que avant cela, plusieurs députés individuellement se sont rendus à la prison civile d'Akoro Miserete, mais ils ont été refoulés. Je prends l'exemple de l'honorable Kamel Ouassagari. Oui, lui, il en a parlé dans les médias. Voilà, qui s'est rendu à la prison civile d'Akoro Miserete. Il a été refoulé parce que les gens l'ont reconnu comme étant un député. Ils ont dit que Mme Rikat Madougou était interdite de visite. En plus de l'honorable Ouassangari, le président du groupe parlementaire du parti Les Démocrates, M. Nourenou Tchadé, a adressé une correspondance, je dirais même 2 correspondances au garde des Sceaux pour lui indiquer qu'il avait l'intention de se rendre à la prison civile d'Akoro Miserete pour rendre visite à Mme Rikat Madougou. Ces demandes-là n'ont pas fait l'objet de suite. Mais est-ce que c'est la bonne cible? En principe, c'est le bon destinataire, le garde des Sceaux? Bon, vous savez, il n'avait même pas à adresser une demande. Si le garde des Sceaux estime qu'il n'est pas la cible, qu'il dise alors, puisque le garde des Sceaux et le président du groupe parlementaire, les démocrates, se rencontrent très souvent à l'Assemblée nationale. Ils ont eu à échanger là-dessus. Et donc, il aurait pu lui dire que adressez-vous au procureur spécial, si tant est que même le permis de visite était nécessaire. Vous voyez, encore que tous ceux qui viennent accomplir des visites à la prison civile d'Akoro Miserete, je suis souvent là-bas les jours de visite, mais à aucun moment je n'ai vu les autorités carcérales exiger d'un visiteur de la prison civile d'Akoro Miserete la présentation d'un permis de visite. Je dis à aucun moment. Pourtant, c'est ce qu'a fait le directeur de l'agence pénitentiaire. C'est bien ce qu'a affirmé ce qu'a fait le procureur spécial. C'est ce qu'ils affirment et je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que j'estime que un agent public doit d'abord agir dans le respect des dispositions de la Constitution, notamment les dispositions de l'article 35 de la Constitution. Un agent public ne doit pas avoir une coloration politique, il doit être neutre, il doit agir de manière professionnelle. Quand le directeur général de l'agence pénitentiaire affirme que toute visite dans toutes les prisons du Bénin sont assujetties à la présentation d'un permis de visite, je dis qu'il a menti. Et je dis qu'il a menti avec un grand L, puisqu'il est dans l'incapacité, nous avons communiqué là-dessus, il est dans l'incapacité de nous fournir une liste de personnes qui ont présenté des permis de visite, parce que s'il y a des présentations de permis de visite, à tout le moins, ces permis de visite-là doivent être répertoriés et qu'on nous donne la liste depuis 2023 ou depuis 2021 ou depuis que la prison civile d'Akoro Miserete existe, combien de permis de visite ont été exigés des visiteurs dans les prisons civiles du Bénin. Parce qu'on ne faut pas qu'on nous dise que c'est seulement dans Akoro Miserete, puisque Akoro Miserete n'est pas une prison différente des autres prisons, même si elle a un statut international.
mais que le directeur de l'agence pénitentiaire vienne affirmer dans un communiqué qui engage la responsabilité de l'État, qui vienne affirmer que dans la pratique et dans les faits, toute personne qui se rend dans une prison civile doit présenter un permis de visite ou présente un permis de visite. Mais je dis, c'est même passible de poursuite. C'est-à-dire, on néglige, on banalise la fonction publique qu'on confond à la fonction politique. Non, le directeur de l'agence pénitentiaire n'est pas un fonctionnaire politique. C'est un fonctionnaire administratif qui doit être à équidistance des autorités politiques et des usagers. Alors, vous n'avez de cesse de répéter, Maître Aboudio, que vous êtes assermenté. Vous affirmez là que aussi bien le procureur spécial que le directeur de l'agence pénitentiaire sont en train de mentir en flagrant délit, et que tous ceux qui vont à la prison civile d'Accra-Mistrete ou d'ailleurs rendre visite à quelques détenus que ce soit savent qu'ils sont en train de mentir parce qu'ils ne se procurent pas de permis de visite avant d'aller voir ceux qui veulent aller voir en prison. Ce que je sais, je réponds au communiqué du directeur de l'agence pénitentiaire. Parce qu'il ne me semble pas que le procureur spécial ait exigé la production d'un permis de visite. Il a dit plutôt, selon ce que la presse a relayé, que si les députés étaient allés seuls, ils auraient été reçus. Mais je dis que pour ce qui concerne le permis de visite, comme le directeur de l'agence pénitentiaire l'a affirmé, je dis que c'est faux, c'est archi faux. À aucun moment, il n'a été exigé à un seul Béninois la présentation d'un permis de visite avant de voir un parent, un ami dans toutes les prisons civiles du Bénin. Je dis à aucun moment. Mieux, dans une décision rendue en 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le décret de 1973 en ce qui concerne le règlement pénitentiaire sur les visites dans les prisons. Donc, c'est ce décret-là qui avait institué le permis de visite. La Cour a constaté que ce décret ne faisait aucune référence à la Constitution actuelle puisque c'est un décret qui est désuet et toutes les décisions, tous les décrets et toutes les lois doivent d'abord viser la Constitution actuelle. Donc, ce décret n'a pas de base juridique. Si un décret n'a pas de base juridique et qu'il est antérieur à notre Constitution, il est tout à fait normal que la Cour déclare qu'il est contraire à la Constitution. Alors, je dis une chose, non seulement le décret que le directeur de l'agence pénitentiaire invoque est un décret inexistant juridiquement, mais surtout ce que le DG dit, le directeur général de l'agence pénitentiaire dit, est faux et archi faux. Il engage la responsabilité de l'État en affirmant des choses qui ne sont pas exactes. Et c'est cela que nous trouvons scandaleux et qui ne nous rend pas fiers lorsqu'on dit qu'on est avocat au Bénin. Et à part votre état d'âme, est-ce que vous avez prévu une suite, peut-être juridique, une procédure à cette déclaration du directeur? Vous savez, aujourd'hui, la question de la justice au Bénin est une question très épineuse. Lorsque vous êtes dans le viseur des politiques, malheureusement, force est de constater que lorsque vous êtes dans le viseur du pouvoir exécutif et que vous êtes dans l'œil du cyclone, ou quand vous êtes happé par le système judiciaire, la justice elle-même se délite, la justice elle-même se soumet, c'est ça? Se soumet, hein, n'ayons pas peur des mots, puisque pas plus tard que jeudi passé, la Cour constitutionnelle du Bénin s'est déclarée incompétente après que des citoyens béninois l'aient saisie pour qu'elle constate que la détention de Mme Rekat Madougou est arbitraire. C'est extraordinaire. La Cour est incompétente pour constater que la détention de Mme Rekat Madougou est arbitraire. Et alors que ce recours s'est appuyé sur la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies qui a constaté que Mme Madougou est triplement détenue arbitrairement, fait l'objet d'une triple détention arbitraire. Donc, la Cour qui est garante du respect des droits de l'homme, puisque notre Constitution fait corps avec la Charte africaine des droits de l'homme, et pourtant, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour mettre fin à une détention arbitraire. C'est une décision ubuesque, n'ayons pas peur des mots, mais qui sonne le glas de notre justice. Parce que j'estime que la nuit est tombée sur la justice de notre pays. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des procès antérieurs où la justice s'est illustrée
de la manière la plus regrettable. Voilà, donc nous le vivons aujourd'hui, nous y allons, mais je pense que nous n'allons pas nous en arrêter en si bon chemin, parce que cette décision qui a été rendue peut entraîner un déclassement du Bénin en termes de respect des droits de l'homme, puisqu'aujourd'hui, avec cette décision, le Bénin ne mérite même plus de figurer au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, on imagine, vous allez rendre compte à ce groupe de travail de la décision de la Cour constitutionnelle. Absolument. Dès demain lundi, nous allons saisir le groupe de travail des Nations Unies et leur notifier la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. Alors, Maître Renaud Agbodio, parlez-nous en vrai et en réel des conditions de détention de Rekia Madougou. Qu'est-ce qui lui reste? On a entendu, on lui a enlevé le micro-ondes, pas de poste téléviseur, pas de poste radio, pas de ceci, pas ça. Comment elle vit en prison aujourd'hui? À la limite, je dirais que Mme Rekia Madougou est quasiment une détenue politique isolée. Isolée parce que lorsque vous n'avez pas accès à l'information, que ce soit audiovisuelle ou radiophonique, vous êtes coupé de l'information extérieure. Lorsque vous n'avez pas accès au public extérieur, c'est-à-dire vous ne pouvez pas recevoir des visites de vos amis, de vos partenaires, contrairement à tous les détenus de la même prison, lorsque vous ne pouvez pas regarder la télé, lorsque vous ne pouvez pas appeler votre avocat, lorsque vous ne pouvez pas appeler vos enfants, lorsque vous ne pouvez pas appeler votre mère, lorsque vous ne pouvez pas appeler votre médecin. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une situation pire que celle-là pour un détenu isolé? Parce que l'isolement, c'est quoi? Un détenu en isolement, c'est celui qui ne peut pas appeler, c'est celui qui ne peut pas recevoir de visite, c'est celui à qui on ne donne qu'à manger. Madame Madougou ne reçoit que de la nourriture. Elle ne reçoit que de la nourriture comme un détenu isolé. Elle ne reçoit que son avocat parce qu'en réalité, à nous, avocats, on ne peut pas refuser de visiter nos clients. C'est parce que ça s'impose à l'administration carcérale. Encore que M. Tchakou, l'année dernière, nous a interdit de visiter notre client. C'est malgré lui qu'il a accepté. Vous voyez, donc, Mme Rekia Madougou est une détenue qui vit l'isolement. Mais elle le prend avec beaucoup de dignité. C'est une femme qui est très digne. Est-ce qu'en dehors de l'isolement, elle a, disons, toutes les autres commodités, le minimum qu'on peut espérer quelqu'un de son statut? Lesquelles, par exemple? Est-ce qu'elle dort au moins sur un lit, par exemple, parce que nous n'avons pas encore dit qu'elle est sur une date? Est-ce que, je ne sais pas, des prisonniers, nous a-t-on dit, vous l'infirmerez peut-être, ont des cabines climatisées. Et voilà, des commodités du genre, est-ce qu'elle peut obtenir un certain nombre de choses que les autres ont? Dites-nous son quotidien. Je vous explique qu'à la prison civile d'Akoro-Misserete, il y a des détenus qui ont dans leur cabine des climatiseurs. Madame Rekia Madougou n'en a pas. Elle n'a qu'un matelas. Elle n'a qu'un matelas qui lui sert de coucher. Et ses livres qui sont autour d'elle. Une feuille, un stylo. Elle lit beaucoup, elle écrit beaucoup, mais surtout, elle prie énormément. Parce qu'elle a érigé une, je sais pas, le mot m'échappe. Sanctuaire? Est-ce qu'on va l'appeler un sanctuaire, un tout petit sanctuaire au sein de la prison, où elle prie énormément avec les co-détenues femmes. Elles sont combien? Je n'ai pas le nombre exact de 7, femmes. ça nous dit-on? Bon, je ne sais pas, j'ai jamais cherché à savoir, mais ça se passe bien entre elle et ses co-détenus, puisque bon, le fait de prier ensemble, de parler de la parole de Dieu, je pense que ça les aide communément à supporter la situation carcérale. Mais on dit aussi que ces dames qui sont autour d'elle sont à son service. Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais moi je ne sais pas s'il y a des dames qui sont au service de Mme Rekia Madougou, parce que Mme Rekia Madougou n'a pas plus de droits que ces dames-là. Au nom de quoi des personnes qui sont détenues au même titre que Mme Rekia Madougou seraient au service de Mme Rekia Madougou? Non, c'est de la fabulation, ce n'est pas vrai. Oui, vous étiez en train de parler d'autres aspects donc de son quotidien. Oui, je disais que Mme Rekia Madougou n'a pas de climatiseur, alors que d'autres détenus dans la prison civile qu'on considère comme des détenus VIP en ont. Encore que là même, elle n'en fait pas un problème. Est-ce que Mme Rekia Madougou n'est jamais venue se plaindre? En tout cas, ses avocats ne sont jamais venus se plaindre devant la nation pour dire que Mme Rekia Madougou a droit à un climatiseur. Mais nous disons, ce qui est élémentaire pour la vie d'un détenu, qui plus est un détenu politique, c'est d'abord le droit de contacter son avocat, de contacter sa famille, de contacter son médecin. Ça, c'est vital. C'est vital. Ce sont des droits vitaux pour tout détenu, quel qu'il soit. Le fait de pouvoir s'informer participe
aux droits du détenu. Les règles Nelson Mandela, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies contre la torture, la Convention internationale qui proscrit les violences exercées sur les femmes. Mais qu'est-ce que le directeur de l'agence pénitentiaire fait de tous ces instruments juridiques internationaux? Je ne pense pas qu'avant qu'on ne l'ait mis à ce niveau de responsabilité, il n'a pas passé toutes ces étapes-là de vérification ou d'expertise. Donc je dis, le directeur général de l'agence pénitentiaire est dans un rôle politique que dans un rôle administratif. Est-ce que vous pensez que tout répond du directeur général de l'agence pénitentiaire? Oui, je pense que c'est lui. C'est lui. Puisque ça ne peut être que lui. Puisqu'il ne nous a pas dit que c'est le ministre, il ne nous a pas dit que c'est le chef de l'État, il ne nous a pas dit que c'est le procureur spécial. Vous savez, moi, je n'affirme pas des choses dont je n'ai pas la maîtrise, dont je n'ai pas la preuve. Si le directeur de l'agence pénitentiaire subit des pressions et reçoit des instructions politiques venant soit du ministre de la Justice, soit de la présidence de la République, mais soit il démissionne, s'il ne peut pas les supporter, s'il ne peut pas les exécuter, soit il démissionne ou carrément, il nous dit clairement que compte tenu des instructions que nous avons reçues du ministre de la Justice ou de la présidence de la République, nous ne sommes pas en capacité de faire droit aux demandes de Mme Ricat Madougou. Mais tant que lui-même, il tente par des explications insuffisantes en voulant se référer à la loi, alors que nous lui avons apporté les contradictions auxquelles il n'a pas pu répliquer, nous estimons qu'il est le seul et unique responsable en l'état actuellement. Si après, il y a d'autres investigations qui mettent en lumière d'autres responsables à divers niveaux, nous en tirerons les conséquences. Mais Maître Abodjo, l'actuel directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Hunkwe, n'est pas le premier que Ricat Madougou a connu à ce poste-là. Il avait avant lui Gilles Yekpe, le directeur Gilles Yekpe, au même poste. Et pourtant, les conditions, vous l'avez dit tantôt, n'ont pas changé. C'est depuis mars 2021. Quelle vie? Oui, mais nous parlons de la situation carcérale actuelle. Parce que, voyez-vous, si le directeur de l'agence pénitentiaire a changé, nous n'allons pas dire parce qu'il a changé, il faut nous en prendre seulement à l'ancien directeur. Parce que tant que la situation de Mme Ricat Madougou n'a pas changé, en ce qui concerne ses conditions de détention, l'autorité responsable, c'est celle qui a droit de signature au niveau de l'agence pénitentiaire. Aujourd'hui, c'est M. Hunkwe qui a droit de signature, qui est l'autorité légale et légitime, qui représente l'agence pénitentiaire. Donc, c'est à lui que nous nous adressons en termes de responsabilité. Et au moment venu, il répondra. Il devra s'expliquer un jour devant la nation sur les actes attentatoires aux libertés fondamentales protégées par la Constitution du Bénin. C'est permis dans, le fonctionnement de la nation. Même après le pouvoir Patrice Talon, on peut poursuivre ces fonctionnaires-là que vous avez cités. On peut le poursuivre même maintenant ou après, parce que les droits de l'homme sont protégés universellement. Les droits de l'homme, les mauvais traitements, la Convention des Nations Unies contre la torture est protégée par les Nations Unies. Et tous les pays qui ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la torture, ont obligation de faire en sorte que les détenus ou les citoyens, qu'ils soient en détention ou pas, ne fassent pas l'objet de torture ou de mauvais traitements dégradants ou inhumain. Aujourd'hui, on peut considérer que Mme Ricat Madougou, si même par extraordinaire, elle ne faisait pas l'objet d'une torture, fait l'objet d'une torture morale, ou fait l'objet d'un mauvais traitement, ou fait l'objet d'un traitement dégradant, puisque la prison civile d'Accra-Misérité, elle est la seule qui subit cela. Il y a discrimination, il y a torture morale, il y a harcèlement, il y a une panoplie d'instruments juridiques internes au Bénin qui répriment tous ces actes. Alors, pourquoi le directeur général de l'agence pénitentiaire, parce qu'il est le directeur de l'agence pénitentiaire, ne serait-il pas interpellé pour répondre devant la loi, devant la justice de ces actes? Mais comment vous expliquez, Renoir Bodjo, que malgré tout ce qui arrive à votre secours, le groupe de travail de l'ONU, des organisations, les RA qui ont pu élever la voix dans cette affaire, pourquoi tout résiste? Pourquoi malgré tout
Rekia Madougou est traitée ainsi? Parce que c'est une opposante politique. Mais n'est pas la seule. Je ne suis que l'avocat de Mme Rekia Madougou. C'est une opposante politique qui a déclaré ouvertement qu'elle était candidate à l'élection présidentielle de 2021 et nous nous rappelons des conditions dans lesquelles elle a été enlevée, elle a été kidnappée sur le pont de Porto-Novo par, je vais dire, des hommes encagoulés ou lorsqu'elle se rendait à la prison et à la BEF, elle a eu l'occasion de m'appeler pour la dernière fois. C'est d'ailleurs le seul et dernier appel que Mme Rekia Madougou a passé. C'était le 3 mars 2021. Quand elle m'a appelé pour me dire, Maître Agbodjo, je viens d'être interpellé au pont de Porto-Novo. Il semble que je suis en train d'être conduite à la brigade économique et financière. Veuillez me retrouver là-bas. C'est le seul et dernier appel que Mme Rekia Madougou a passé depuis 2021. Alors, figurez-vous que lorsque vous êtes un homme politique ou une femme politique candidate à l'élection présidentielle et que, après votre arrestation, vous êtes condamné à 20 ans d'emprisonnement sans aucune preuve, alors qu'un dossier qui vous est présenté est vide, où personne ne vous met en cause. Même M. Ibrahim Mamatouré n'a pas mis Mme Rekia Madougou en cause. Le dossier, malgré sa vacuité, vous prenez 20 ans d'emprisonnement. Et surtout lorsque le groupe de travail des Nations Unies vous blanchit et demande que vous soyez non seulement indemnisé, demande qu'une enquête soit ouverte pour que les auteurs de votre arrestation arbitraire soient poursuivis et qu'on vous demande, on demande au gouvernement de vous libérer, lorsque cela n'est pas exécuté, à votre avis, Mme Rekia Madougou est l'opposante politique qui bénéficie d'une décision des Nations Unies. Pourquoi le Bénin ne veut-il pas exécuter une décision des Nations Unies? Moi, c'est là toute la question. Dans ce cas, qu'est-ce que le Bénin fait encore au sein du Conseil des droits de l'homme? Je pense que le mandat du Bénin arrive à son terme et je souhaite même que ce mandat ne soit pas renouvelé. Je souhaite que les Nations Unies retirent leur confiance à l'État béninois en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, puisque le Bénin n'exécute pas une des décisions d'un organe de ce Conseil des droits de l'homme, puisque le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est une émanation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Certainement, ils savent ce qu'ils vont faire. Certainement que régulièrement, vous l'avez rendu compte. Mais on a l'impression que depuis que le groupe de travail a envoyé, on va dire, cette injonction à libérer Rekia Madougou, il n'a plus rien fait. Non, je ne crois pas. Vous savez, le groupe de travail des Nations Unies a rendu compte au rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme. Et c'est à cette institution-là d'enclencher le processus pour rendre compte aux différentes sessions du Conseil des droits de l'homme des cas de détention arbitraire qui ne sont pas encore exécutés. Le Bénin a certainement été interpellé sur son refus de mettre en exécution cette décision. Et figurez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, le Bénin a refusé à un membre du Conseil des droits de l'homme une visite pour que cette personne-là vienne s'enquérir sur la non-exécution de l'avis qui a été rendu par les Nations Unies. Ah bon? Oui, je vous le confirme. De sources sûres, nous avons appris que le Bénin n'a pas accepté qu'un représentant du Conseil des droits de l'homme vienne s'enquérir des conditions dans lesquelles Mme Rekia Madougou sera libérée et que l'avis sera mis à exécution. Donc, même si cela ne se dit pas sur la place publique, des choses se font et des choses seront faites. En tout cas, nous veillerons à ce que le Bénin en matière de droits de l'homme soit déclassé auprès des Nations Unies. De manière concrète, Maître Renaud Agbodjo, parlons de cette visite-là des députés à Rekia Madougou. Avant Mesrété, avant Rekia Madougou, ils étaient à la prison de Cotonou, rendre visite au professeur Joël Aïvo. Me semble-t-il, vous étiez à leur côté, vous étiez du groupe, par ailleurs, avec un huissier à vos côtés, bien sûr. Visiblement, il semble que cette démarche prouve que c'était pour montrer la différence de traitement entre les deux détenus politiques, pour parler comme vous. J'avoue que, pour être honnête avec vous, je ne souhaite pas répondre à cette question. Parce que il y a eu beaucoup d'amalgames. Les gens s'en sont pris à ma personne, alors que je n'agissais pas à ce moment-là comme avocat de Mme Rekia Madougou. J'agissais comme membre du Parti Les Démocrates en tant que son conseiller juridique. Et je ne souhaite pas répondre parce que je ne voudrais pas en rajouter à la polémique. Tout ce qui a été dit me concernant, les injures, les insultes, on s'en est pris à mon professionnalisme, j'en ai ri. Je pense que le silence est préférable.
le silence est préférable. Pour ceux qui connaissent Maître Agbodjo, ils savent que ce dont on l'accuse, ceux qui le connaissent et qui le fréquentent. J'ai été l'avocat de M. Sébastien Ajavon. Lorsque M. Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, je crois que c'était le 18 octobre 2018, j'ai tenu une conférence de presse aux côtés de mes confrères Ben Simon, Maître Siaka, Maître Ayodele. Lorsque M. Laurent Métognon a été arrêté, je l'ai défendu. Lorsque M. Chabi Sira Korogone a été arrêté, je l'ai défendu. J'ai défendu votre collègue, M. Kazmi Kpedjo. J'ai défendu un certain nombre de Béninois. Je voudrais tout simplement que les Béninois se rapprochent de ces personnes-là, s'ils veulent savoir qui est Maître Agbodjo. Il n'est pas bien qu'on parle on parle soi-même de soi. De soi. Ce n'est pas élégant. Je ne parlerai pas de moi. Je ne parlerai jamais de moi parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Notre personne importe peu. Mais même de bonne foi, ces personnes ont pu se tromper sur votre démarche, sur vos intentions. Lorsqu'on vous voit, n'est-ce pas, d'abord aller à Cotonou, rendre visite à Joël Aïvo, qui n'est pas votre avocat, et de surcroît qui n'est pas votre client. Qui n'est pas votre client, excusez-moi. Oui. De surcroît avec un huissier de justice, l'intention, elle est claire, même si ce n'était pas pour nuire au professeur Aïvo, n'est-ce pas? Monsieur Awansé, non, mais parce que vous avez quand même besoin d'un peu de clarification, ne serait-ce que pour votre image. Non, mon image, ce n'est pas le plus important, mon image. Le plus important, c'est la libération de Madame Rekiat Madougou. On peut penser tout ce qu'on veut de moi, monsieur Awansé. Mais vous n'allez pas tuer les autres pour libérer Rekiat Madougou non plus. J'espère, je sais que vous n'avez pas cette intention. Non, vous l'avez dit. Si vous le pensez, ça ne regarde que vous. Si vous dites que Maître Agbodjo a l'intention de tuer quelqu'un pour libérer Rekiat Madougou, ça veut dire que vous avez choisi de croire ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Si vous avez choisi de croire cela, ce n'est pas grave. Mais je dis, ma personne n'est pas le plus important. Ce qu'on dit de moi, ce que moi je sais, et ce qui s'est réellement passé, et les conditions dans lesquelles ça s'est passé, je ne vais pas les relater. Parce que ceux qui savent les conditions dans lesquelles ça s'est passé, le diront. Un jour, si elles décident de ne pas le dire, ce n'est pas grave. Mais vous avez dû déplorer la suite. À Cotonou, le régisseur a été relevé avec un de ses collègues et sans doute les conditions de visite au professeur Joël Aïvo peut-être ont pu être revues. Je n'en sais rien pour l'instant. Est-ce que vous pensez que c'est normal que le régisseur de la prison civile de Cotonou soit relevé en tant que citoyen? Dites-moi. Non, moi j'ai le privilège de poser les questions. Sans doute, vous devinez ma réponse. Non, nous sommes d'abord citoyens, monsieur Vigile Awansé. Dites-moi, est-ce que le régisseur de la prison civile de Cotonou mérite d'être relevé de ses fonctions? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme un agent administratif. Est-ce que quand on va à la prison civile de Cotonou, on présente un permis de visite? Mais le procureur spécial dit qu'ils sont allés en groupe et ils ne sont pas allés pour une commission d'enquête parlementaire. Non, justement. Est-ce qu'un député a le droit de visiter un détenu? Mais en groupe, est-ce que ce n'est pas différent? Non. Ils sont allés au nom de leur parti. C'est une activité du parti. Non. Citez-moi un texte de loi qui dit qu'un député ou un groupe de députés à deux, parce que ça peut être une visite informelle. Est-ce que les visites informelles de députés sont autorisées dans les prisons civiles? Non. Vous savez, le problème de notre pays, c'est que nous avons du mal avec la vérité nue, avec la vérité crue. Nous nous complaisons dans la vérité lorsqu'elle est édulcorée. C'est-à-dire, lorsque la vérité est couverte à moitié et que oui, ça préserve les intérêts, ah oui, c'est bon, hein, oui, ça peut passer. Mais dès lors que la vérité est nue, elle est crue, ça gêne. Ma personne n'est pas le problème. Ma personne, ce n'est pas essentiel. À aucun moment, sous la foi de mon serment, ce n'est pas Maître Agbodjo qui a décidé d'aller rendre visite à M. Joël Aïvo. Je dis, sur la tête de mes enfants, je jure sur la tête de mes enfants devant la nation béninoise. Parce que vous me poussez à dire, j'en dirai juste un peu. Ce n'est pas Maître Agbodjo, aussi bien avocat que citoyen, qui a pris la décision de rendre visite à M. Joël Aïvo.
Je n'en dirai pas plus. Certainement, vous avez été commis par votre parti politique. Je n'en dirai pas plus. Monsieur Awanser, oui. Je n'en dirai pas plus parce que je suis venu sur votre plateau pour parler que de Mme Rekiat Madougou. Je suis venu pour parler des conditions de détention de Mme Rekiat Madougou. Et je voudrais qu'on s'en tienne à cela. Alors, à quoi allez-vous vous en tenir justement les jours, les semaines à venir face à cette situation indébloquable ou carrément désespérante? La situation de Mme Rekiat Madougou sera débloquée. Ah oui? La situation de Mme Rekiat Madougou sera débloquée. Je vous en fais le serment. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans la situation de Mme Rekiat Madougou demain. Sans doute, oui. Je peux me retrouver dans la situation de Mme Rekiat Madougou demain. Monsieur Joseph Djogbenou peut se retrouver dans la situation de Mme Rekiat Madougou demain. Même sous ce régime, je dis bien même sous ce régime, même Monsieur Orden Aladatin peut se retrouver dans la situation de Mme Rekiat Madougou, même sous ce régime. Seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Aucun individu, quel qu'il soit, ne peut savoir ce qui lui est réservé dans la seconde, dans l'instant qui suit, sauf le Créateur de toutes choses. Nous sommes des assermentés. Nous avons fait le serment de défendre la veuve et l'orphelin. Nous avons fait le serment de nous poser en rempart contre l'injustice et l'arbitraire. Je suis dans l'exercice de mon ministère et je dis que la situation de Mme Rekiat Madougou va se décanter. Elle va recouvrer la liberté et tant que la décision des Nations Unies, qui a triplement reconnu qu'elle est en détention arbitraire, ne sera pas exécutée, nous n'aurons pas de repos. Vous savez, le Bénin a fait la fierté de l'Afrique et même du monde. De 1990 à 2016, nous avons connu des alternances pacifiques. Et je pense que nous allons en connaître aussi des alternances pacifiques dans l'avenir. Mais figurez-vous que en matière de protection des droits de l'homme, j'ai comme le sentiment que la situation du Bénin est pire que sous le régime du PRPB aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous avez des tueries à chaque élection. Vous avez des détenus politiques à chaque élection. Vous avez des exilés à l'appel à chaque élection. Je rêve que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse. Je rêve que mon pays soit celui-là qui soit le plus exemplaire en matière de préservation des droits de l'homme et de promotion des droits de l'homme. Nous ne faisons plus partie des organisations, des juridictions de protection des droits de l'homme. Nous ne faisons plus partie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est refusé aux citoyens béninois de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Il est refusé aux citoyens béninois de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Mais est-ce qu'on peut en être fier quand on est avocat? Est-ce qu'on peut en être fier quand on est béninois? Quand un avocat ou un citoyen vous dit qu'il travaille à ce que le Bénin puisse permettre à ce que ses citoyens puissent saisir à nouveau la Cour africaine des droits de l'homme et que les citoyens puissent saisir la Cour de justice de la CEDEAO, mais c'est une mission qu'il faut accompagner, qu'il faut promouvoir, parce que nous devons passer par là. Parce que vous avez des enfants, je suppose. J'ai des enfants. Nous avons tous un avenir à construire. Quel avenir nous voulons laisser à nos enfants? Si demain notre enfant est brimé dans ses droits, si notre enfant, il lui est refusé la possibilité de voir son avocat, s'il est refusé à votre enfant d'appeler son médecin depuis la prison, je ne le souhaite pas à votre enfant. S'il est refusé à un de vos parents de recevoir la visite de ses amis, n'attendons pas de nous retrouver dans la situation des autres pour ressentir la nécessité de jouir de nos droits fondamentaux. Ce sont des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Et lorsque ça ne nous arrive pas, je fais le constat malheureux qu'on n'en ressent pas l'importance. Et c'est en cela que j'estime que, moi je crois, j'ai une foi inébranlable que Mme Rekiat Madougou sera remise dans ses droits entièrement et intégralement. Et en tant que Béninois, nous nous retrouverons autour d'une même table pour parler de la paix, pour parler de la reconstruction de notre pays en matière de protection des droits de l'homme. Et on entend dire que, eh bien, effectivement, Dame Rekiat Madougou pourrait bénéficier de situations plus clémentes, plus normales en prison si elle arrêtait son activisme. Est-ce que c'est un chantage? Ceux qui le disent, parce que moi je ne l'ai pas entendu. Est-ce que c'est un chantage? Moi je ne l'ai pas entendu. Est-ce que c'est un chantage? Est-ce que ce que Mme Rekiat Madougou dit c'est faux? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, on aime transformer les faveurs en droits et on aime transformer les droits en faveurs. Et nous nous accommodons de la vérité édulcorée.
C'est ce qui fait que notre pays n'avance pas. C'est-à-dire, on vous dit, tu as raison, hein, mais ne dis pas que tu as raison. On te gifle, hein, mais ne pleure pas, applaudis. C'est ça le problème fondamental dans notre pays. Et vous savez, tant qu'on ne va pas s'asseoir et se dire droit dans les yeux, parce que Mme Ricat Madougou, c'est une femme. C'est une femme, c'est un citoyen qui a des défauts. Elle en est consciente. Mais quand je discute avec Mme Ricat Madougou, ne pensez pas que c'est une partie de plaisir. Il y arrive... Nous avons des contradictions juridiques même. Mais c'est une femme politique, c'est une intellectuelle. Elle a été garde des Sceaux. Elle a fait des luttes dans ce pays pour protéger notre démocratie. Elle en a à revendre. Elle a un bagou. Est-ce qu'il lui arrive dans votre discussion, il lui arrive de lâcher prise, peut-être de couler les larmes parfois? Elle est humaine, hein? Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. C'est un secret professionnel. Sans doute, oui. C'est un secret professionnel. Elle est humaine. Elle est humaine. Elle est humaine, mais elle souffre beaucoup de l'absence de ses enfants. Je peux vous le dire. Ce dont elle souffre le plus, c'est l'impossibilité d'appeler ses enfants quand elle en ressent le besoin. Je l'ai vu des fois. Non, c'est la mère en peine. Non, je n'en dirai pas plus. C'est la mère d'enfant en peine. Je n'en dirai pas plus. Alors, de nos investigations, il nous revient que ça déplaît. Ces courriers qu'elle envoie de temps en temps dans l'opinion, ces tribunes, on vous met même en cause. Hein, c'est pas vous que ces courriers-là sortent, et c'est entre autres pour raison, les non-dits, n'est-ce pas, des ennuis que vous avez eu à pouvoir l'avoir à un moment donné. On dit que elle prend fait et cause les peuls en prison. Elle monterait la tête même à des gens en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites? Depuis que Mme Ricat Madougou est en détention arbitraire, qu'est-ce qui s'est passé comme incident à la prison civile de la Promisérité? Aucun incident en ce qui concerne les détenus. Vous savez, je pense avoir déjà répondu à cette question. Nous nous accommodons de la vérité édulcorée. Tant qu'on va s'accommoder de la vérité édulcorée, notre pays ne va pas avancer en matière de protection des droits de l'homme. Mme Ricat Madougou a un caractère bien trempé. C'est une femme qui croit en ses opinions et qui a une forte personnalité. Et tous les acteurs de la société, civils comme politiques, je dirais même la connaissent mieux que moi. Je n'ai connu Mme Ricat Madougou qu'à partir de 2021, à l'occasion de l'exercice de mon ministère. Ils la connaissent très bien. Mme Ricat Madougou, fondamentalement, ce qui lui est reproché, c'est qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle continue à dire, même de son actuelle position. Je dis, Mme Ricat Madougou dit toujours ce qu'elle pense. C'est ça le problème, je pense, de Mme Ricat Madougou avec la classe politique. Moi, je pense, ça c'est à titre personnel, hein. C'est pas l'avocat qui parle, c'est M. Renaud Agbodjo qui parle. Je dirais que Mme Ricat Madougou est victime de sa franchise, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'elle vit, quels que soient les avantages même qu'elle peut perdre. C'est ça la femme politique. C'est comme ça on peut la décrire. Oui, mais en tant que son avocat, son conseil, est-ce que, même si ce n'est pas de l'ordre, on va dire, du droit de la justice, vu le contexte politique, peut-être que plus elle dira, puisqu'elle aime dire, elle ne sait pas se taire, peut-être que plus elle souffrira. Est-ce que il ne vous revient pas par ailleurs de lui demander de considérer le contexte et de savoir se taire? Quel est le contexte, dites-moi? Mais le contexte, c'est qu'il vous ait refusé de la voir. Le contexte, c'est que... je la vois. Qui vous a dit que je ne la vois pas? Je la vois. Elle n'est pas capable d'appeler ce que tous les autres prisonniers peuvent faire. On le lui refuse. Dites-moi. La première déclaration de Mme Ricat Madougou dans l'opinion, dans la presse, remonte à quand? C'était quand? Ah bah je n'en sais rien. Ah mais non, vous devez savoir. Au moins, je sais qu'elle est plus prolixe, plus active que Joël Aïvo, même si lui-même il a eu à écrire dans les médias, effectivement. Non, je ne suis pas venu ici pour comparer, puisque on vous fait le procès de comparaison. C'est vous qui êtes en train de comparer la situation de Mme Madougou à celle d'un autre détenu, certes politique. Je ne suis pas venu ici pour comparer les situations. Je dis, Mme Ricat Madougou a fait une publication sur la situation des femmes, la promotion des droits de la femme, tout ce qui est en rapport avec l'émancipation de la femme. Mais je pense que si mes souvenirs sont bons, c'est à partir de 2022, je crois. C'est à partir de 2022. Mais figurez-vous, avant cela, c'est pas que ces droits lui étaient accordés, lui ont été retirés. Elle n'en a jamais bénéficié. En fait, c'est ça, en fait.
Elle n'en a jamais bénéficié. À aucun moment, elle en a bénéficié. Donc, dire que si Mme Rekiat Madougou cesse d'opiner dans la presse ou dans l'opinion, elle va bénéficier de ses droits élémentaires. Vous ne voyez pas que c'est une atteinte à la liberté d'opinion? Non. Mais monsieur Awassé, est-ce que vous êtes en train de promouvoir l'atteinte à la liberté d'opinion? Vous avez cité un acteur politique tout à l'heure en détention, monsieur Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo, qui a fait une tribune contre l'ancien ministre de la... Je n'ai pas lu. Contre l'ancien ministre de la Justice. C'était quasiment un procès. C'était un procès public. Mais vous pensez qu'il n'était pas en droit de le faire? Mais il était en droit de le faire parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Vous savez, le problème au Bénin, je le redis pour la énième fois, nous nous accommodons de la vérité édulcorée. Et tant que nous allons nous accommoder de la vérité édulcorée, je pense que le chemin sera encore long pour une restauration de la cohésion nationale et des droits de l'homme. Pour certains, ce à quoi vous êtes confrontés dans l'exercice de votre profession est au-delà de vos compétences, puisque le problème, à tort ou à raison, ça stimule à un problème personnel, pour dire les choses clairement, entre votre cliente, Rekiat Madougou, et le chef de l'État, Patrice Talon. Vous savez, l'avocat ne s'accommode pas de ragots. L'avocat ne s'accommode pas d'allégations ou de simples faits rapportés. L'avocat tire son analyse ou son interprétation à partir de faits juridiques ou de choses factuelles. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce qui est constant, c'est que Mme Rekiat Madougou subit les violations que j'ai énumérées. Si cela a un rapport avec une querelle personnelle entre elle et qui que ce soit, est-ce que cela est suffisant pour qu'elle fasse l'objet de ce traitement? Vous savez, est-ce que les relations humaines, quelles qu'elles soient, doivent justifier un mauvais traitement? Oui, mais puisque Monsieur Sébastien Aljavon est en exil. Il est écopé de 20 ans d'emprisonnement par contumace. Il est en exil. Ses biens ont été vendus. Sa société a été fermée. Il continue de subir des choses à ce jour. Je ne dirais pas que Mme Rekiat Madougou est mieux traitée que lui ou est moins traitée que lui. Mais ne faisons pas une fixation sur Mme Rekiat Madougou pour dire qu'il y a un problème personnel entre elle et le chef de l'État. On peut en dire autant entre M. Sébastien Aljavon et le chef de l'État. Un avocat parce que M. Sébastien ne rapporte pas les ragots, disiez-vous tantôt, oui, mais sans doute un avocat regarde la télé, suit l'actualité. Quand vous avez vu le chef de l'État parler et à chaque fois parler de votre cliente Rekiat Madougou, est-ce que vous avez vu la colère, la haine avec laquelle il en parle ou cela ne vous interpelle pas? Ou c'est un ragot également? Vous voulez que je parle en tant que maître Agbodjo ou en tant que Renaud Agbodjo? Eh bien, choisissez là où vous êtes libre et parlez-nous. Non, j'ai eu à faire des commentaires sur les interventions, sur les sorties du chef de l'État en réaction à la demande du président du parti Les Démocrates qui a demandé, et je tiens à rappeler, que Mme Rekiat Madougou et le professeur Joël Aïvo bénéficient de l'amnistie. C'est vrai que le chef de l'État a réagi de manière... quel mot je vais utiliser pour ne pas qu'on pense que je manque de me rester au chef de l'État? Colérique? Oui, colérique. Il a été à tout le moins colérique et je l'ai senti agacé. J'ai senti le chef de l'État agacé par l'insistance du président Boni Yayi, puisque ce n'était pas la première fois. Déjà en 2021, le 23 septembre, le chef de l'État recevait le président Boni Yayi sous la pluie à 11h, où le président Boni Yayi avait demandé que Mme Rekiat Madougou, le professeur Joël Aïvo, soit libéré. Et que le président Boni Yayi revienne là-dessus, je pense que ça peut-être fini par agacer le président de la République. Il disait, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, je ne compte pas gracier, c'est bien ce qu'il a dit, je ne comptais pas gracier Rekiat Madougou. Mais il s'est focalisé sur Mme Rekiat Madougou, mais je pense que ça ne laisse pas une bonne impression de la fonction de chef de l'État. Le chef de l'État doit être pondéré en tout état de cause. Le chef de l'État a tous les éléments vocaux et toutes les capacités intellectuelles pour rester le plus pondéré possible, pour se maîtriser. Pour se maîtriser. Le chef de l'État a manqué de maîtrise et il aurait même pu dire la même chose, mais sous une forme beaucoup plus diplomatique,
en interpellant le ministre de la Justice, en lui disant que si les conditions étaient réunies, il verrait ce qu'il pouvait faire. Et ça suffit. Donc je pense que le chef de l'État a manqué de maîtrise. C'est regrettable pour la qualité de notre justice quand on sait que, en ce qui concerne Mme Ricard Madougou, elle bénéficie d'une décision des Nations Unies que le chef de l'État n'a pas occulté. C'est-à-dire le chef de l'État aujourd'hui s'est posé comme la seule personne qui est la contradiction principale à la libération de Mme Ricard Madougou. C'est-à-dire en disant que je ne compte pas gracier Mme Ricard Madougou, le chef de l'État prend sur lui seul la responsabilité d'être la contradiction principale à la libération de Mme Ricard Madougou, comme si il n'est pas en capacité de transcender ses ressentiments à l'égard d'un adversaire politique. Moi, c'est ce que je dirais plutôt que de parler de problèmes personnels entre lui et Mme Madougou. Alors, Maître Renoir Gbodjo, souffrez que je vous enlève de votre cliente, en tout cas dans cette émission, et je le ferai de force. Changeons de sujet. Sur quel sujet vous voulez? Non, on reste toujours, rassurez-vous, en droit, on reste toujours dans la maison justice. Vous, les avocats, vous ne prendriez plus les dossiers où vous êtes commis d'office. Et ça aurait commencé par vous, par l'union des avocats, des jeunes avocats du Bénin que vous présidez. Monsieur Awansé, vous me prenez au deux coups, je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce que l'information est vraie? Elle est vraie ou fausse? Bon, monsieur Awansé, vous savez, je suis certes le président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Je peux néanmoins vous confirmer que depuis plusieurs mois, les avocats du Bénin ne prennent plus les commissions d'office à l'occasion des procès des cours d'assises. Et pourquoi? Nous n'avons pas, l'ensemble des avocats n'a pas été défrayé des indemnités qui découlent de leur participation aux sessions des cours d'assises, aux sessions d'assises depuis 2020. Pour parler trivialement, parler un français plus accessible, vous n'avez pas été payé. Bon, on peut dire ça. Oui, nous n'avons pas été payés depuis 2020. L'État ne vous a plus payé depuis 2020. C'est l'État qui nous a toujours payés, hein, donc c'est l'État qui nous a toujours payés lorsque nous sommes commis d'office. Notre dernier paiement, si mes souvenirs sont bons, on remonte à 2020. Donc depuis cette époque-là, malgré que nous ayons participé aux sessions criminelles de 2020, 2021, 2022, 2023, nous n'avons pas été payés en dépit de ce que nous avons relancé les autorités à divers niveaux. Et on ne vous paye pas, on ne vous paye plus, pourquoi? Ça, je ne saurais le dire. Il faudrait peut-être poser la question au bâtonnier qui a rencontré les autorités, la chancellerie, certainement les autorités du ministère de l'économie et des finances. Je ne sais pas. Mais on nous avait rassuré que nous serions payés. Et pourquoi l'information n'est pas connue de l'opinion? Pourquoi vous avez gardé l'information secrète, on m'a dit, ou presque? Non, peut-être parce que les avocats ne sont pas d'abord politiques, ou bien les avocats n'ont pas... C'est une matière politique, ça? Bon, c'est peut-être pas une matière politique, mais vous savez... beaucoup de choses se disent et on se dit, bon, comme l'information est dans le public, c'est aux journalistes d'aller vers l'information, ce n'est pas aux avocats d'aller vers l'information. C'est les journalistes qui ne sont pas payés. Vous savez, les avocats ont cette particularité-là de dignité, c'est-à-dire même quand ils souffrent, ils savent rester dignes. Nous ne commandons pas. Vous savez, quand on demande à un avocat de laisser son cabinet pendant 3 jours, d'aller à Nati Tengu, parce que quand vous quittez Cotonou, avec tous les risques que cela comporte, vous faites deux jours de voyage. On fait 2 jours de voyage et le jour du procès, donc ça fait 72 heures. Vous le faites à Nati Tengu. Quand on sait que par tribunal, il y a 2 sessions d'assises par an. Vous le faites à Nati Tengu, vous le faites à Malanville, vous le faites à Parakou, vous le faites à Komé, vous le faites à Lokossa, vous le faites à Port-Nouveau, vous le faites à où ça encore, à Djougou. Mais à un moment donné, on en ressent. Vous le faites à crédit, ça vous ne le dites pas. On le fait à crédit, parce que nous préfinançons de notre poche. Quand on le fait pendant 1 année, on peut comprendre. Quand on le fait sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça commence par peser dans la caisse de l'avocat, surtout que l'avocat est un libéral. Alors, peut-être vous serez entendu pour avoir parlé ici, à cette tribune. En tout cas, nous, on ne va pas cracher. Hein. Si on nous fait appel dès demain, nous irons prendre nos sous. Maître Renoir Gbodjo, on arrive au thème de cette émission. D'accord. Le mot de la fin, c'est de demander à tous les amis de Mme Ricard Madougou de garder espoir. Déjà, vous savez, quand je dois venir sur un plateau et que je suis invité, je fais l'effort de l'informer, d'avoir son autorisation. Et ce qu'elle dit, c'est de garder espoir pour elle. Elle remercie énormément les Béninois de partout qui prient pour elle et qui lui envoient des mots assez gentils,
et qui lui envoient des bibles, des ouvrages de prière, et ça la touche beaucoup. Donc elle les remercie du fond du cœur, leur demande de prier pour elle, déjà pour que sa pathologie ne s'aggrave pas, et elle espère pouvoir recouvrer la liberté d'ici là. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Vous êtes avocat de Madame Rekia Madougou. Merci à chacun. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Kazmi Enanyo Oke a assuré la réalisation technique de Grand Angle ce dimanche. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain. Merci.